Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club L'Hémicycle. Nous accueillons ce soir, et ça tombe bien, entre deux tours d'une élection déterminante pour l'avenir politique du pays, nous accueillons David Lisnard, qui est bien sûr le maire de Cannes, le président de l'AMF, l'Association des maires de France, et le président de Nouvelle Énergie, un parti peut-être qui participera à la reconstruction de la droite républicaine. David Lisnard, bonsoir. Bonsoir. Je vous interrogerai avec David Revaud-Talonne, qui est le rédacteur en chef de l'Hémicycle. David, d'ailleurs, il y a un nouveau numéro de l'Hémicycle, magnifique. Tout frais numéro, effectivement, consacré au jeu avec le feu, à la fois sur la situation compliquée géopolitique et bien sûr politique nationale. Alors on parlera, David Lisnard, de géopolitique, on parlera aussi de finances publiques, parce que vous avez souvent des choses à dire que d'autres ne disent pas, me semble-t-il, sur la situation des finances publiques françaises. Vous dites qu'il faut remettre l'appareil d'État au service de la société. J'aime bien la formule, on verra exactement, concrètement comment ça se décline. Mais évidemment, on va commencer par la politique française, David Lisnard. On est dans une situation absolument incroyable. On est entre deux tours d'une élection législative que le président de la République a voulu. Alors bon, il habille peut-être un peu cette décision. C'est quand même... il a plongé la France, me semble-t-il, dans une situation politique terrible. Quelle est votre analyse entre ces deux tours? D'abord, peut-être sur la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Je l'ai dit instantanément, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre la finalité de cette décision. Après, on peut en parler pendant des heures. Elle est là, il faut faire avec, et il faut penser à l'intérêt du pays. Mais objectivement, nous avoir répété pendant des semaines et des semaines que l'alpha et l'oméga de la vie du pays, voire du monde, seraient les Jeux Olympiques, et que tout tournait autour de tout. C'est-à-dire, moi, je ne pouvais pas demander un policier, une procédure dans ma commune où il y a des difficultés sans qu'on me dise non, c'est les JO, tout capté. Le soir des Européennes, alors que le résultat des Européennes a confirmé tous les sondages, c'est-à-dire qu'il y a eu zéro surprise le soir des Européennes. Tous les sondages, à un point près, indiquaient le résultat. Après avoir dit qu'il ne dissoudrait pas, puisque c'était une élection européenne. Oui, il avait dit que ça n'aurait pas d'implication, d'impact sur la vie politique nationale. Dissoudre et choisir la durée de campagne la plus brève, ce qui n'est pas sans incidence, ne peut qu'ajouter du chaos au chaos. Et je pense qu'on a eu au sommet de l'État sur ce coup-là, et je le dis sans acrimonie, on parlait des ingénieurs du chaos chez les populistes et les démagogues, et bien on a eu au sommet de l'État un bricoleur du chaos. Et on est dedans, parce que la difficulté, c'est que les Européennes ont été organisées comme une sorte de référendum sur la personnalité du président, qui était sur les affiches, jusqu'à parfois d'ailleurs un petit peu malmener la tête de liste du camp présidentiel. Ce référendum s'est traduit par un rejet du président, et nous dire 3 semaines après, nous allons refaire une élection. C'est comme si les législatives étaient dans la foulée la tête de du présidentielle. président a disparu des affiches des candidats à Renaissance. Mais comment... Enfin, il était évident que ce premier tour des législatives, et ce n'est pas une lucidité rétrospective, je l'avais dit le soir même chez certains de vos confrères, de la dissolution, de l'annonce, allait confirmer le résultat des européennes. On a eu comme des législatives après une présidentielle. Donc c'était Bardella président, ou Le Pen présidente, et les législatives. Avant de passer la parole avec à juste un David. paramètre, c'est qu'on ne pourra pas dissoudre pendant un an. Oui. Et donc, quand on nous dit que c'est le retour de la 4e République, il y a un peu de vrai, sauf qu'il y avait une culture du compromis sous la 4e République et qu'il n'y avait pas une droite-gauche autour de deux pôles extrémistes. Parce que, souvenez-vous, quand même, le président de la République, en 2017, nous dit qu'il faudra me juger outre l'économie, on en parlera si vous le souhaitez, et je le souhaite de mon côté, mais sur ma capacité à faire baisser le Front de Rassemblement National, à dépasser le clivage gauche-droite, à amener un monde nouveau, et à renouveler le personnel politique. Donc là, c'est un échec total. On se retrouve avec un Rassemblement national aux portes du pouvoir, quasiment au pouvoir, avec à nouveau une bipolarisation, mais autour d'antagonisme très fort et de polarisation. On se retrouve avec, dans le champ politique, des gens qui étaient là quand j'étais gamin, et je ne suis plus un gamin. On se retrouve avec le retour de François Hollande, le monde nouveau, tu vois. Et on se retrouve avec la fin de la 3e et de la 4e République en même temps. Objectivement, sans vouloir s'acharner, je veux bien qu'on explique tout a posteriori, et quel que soit le résultat, on nous sortira une explication baseuse,
mais Alors, ça ne sert pas le pays. Voilà. David Lisnard, mais il y a un mois, François Hollande était à votre place pour son club L'Hémicycle. Mais je ferme la parenthèse. Avant de passer vous avez bien compris que ce n'était pas une considération personnelle sur avant de passer la parole à David Rovaud-Dallon, j'aimerais quand même... Vous êtes président de l'AMF, l'Association des maires de France. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des maires, si tant est que vous puissiez parler en leur nom, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur ce qui est en train de se passer à Paris? Ça, c'est... Vous savez, c'est une constante chez les maires de ne pas toujours comprendre ce qu'on nous impose depuis Paris. Après, vous savez, il y a plein de cas de figure différents. Il y a des maires qui sont très engagés politiquement, à gauche, à droite, au centre. Moi, je suis engagé politiquement. Et puis, il y a l'immense majorité des maires on est tous des praticiens du quotidien. Nous sommes tous dans la réalité quotidienne et la réalité du terrain. Mais beaucoup de maires, eux, n'ont pas d'engagement partisan. Et de façon beaucoup plus technique et prosaïque, le fait d'organiser des législatives après des européennes dans cette période de fin juin, début juillet, a posé des problèmes très très difficiles. On manque d'assesseurs, on manque et puis de présidents. Un problème de coût. Alors c'est la démocratie, il faut l'assumer. Moi, dans une commune comme la mienne, un tour d'élection, c'est 180 000 €. Donc il faut les trouver, c'est de la dépense, etc. Et on manque d'assesseurs, on manque de présidents. Alors, c'était une bonne idée à la mairie de Nice que Christian Estrosi propose de payer les assesseurs 180 €. Une règle de base qui sera ma martingale, c'est qu'en tant que président de l'AMF, je ne juge pas des décisions d'un maire dans l'exercice de son mandat. David. Joker. Alors, je vais donner quelques chiffres concernant les résultats de ce premier tour. 33,2% des voix au niveau national pour le Rassemblement national et également ses alliés des LR sciotistes. Ça veut dire 9,4 millions d'électeurs qui ont mis ce bulletin dans l'urne. C'est presque 2 fois plus que lors des précédentes législatives, il y a 2 ans. Également, le plus grand nombre de candidats élus dès le premier tour, 38, et le plus grand nombre de circonscriptions dans lesquelles le RN est en tête pour le second tour, 222. Et j'ajoute à ça, puisque vous êtes président de l'AMF, la chiffre qui date celui-là des européennes, le RN en tête de 96% des communes françaises. Tous ces chiffres sont des records. Comment vous analysez cette vague et est-ce que vous l'avez senti monter, vous, en tant que maire de Cannes, sur le terrain? Alors, vous savez, Jean-François Revel disait que la vie est un cimetière de lucidité rétrospective, donc c'est toujours facile. Donc je me permettrai de renvoyer à ce que j'ai déjà écrit, y compris dans vos colonnes, c'est que le conformisme technocratique alimente toujours le révolutionnarisme. Et qu'aujourd'hui, ce vote, et je l'ai dit, répété, vous en êtes témoin d'ailleurs dans certaines interviews, ce vote en faveur du Rassemblement national, qui n'est pas un vote de colère, contrairement à ce qu'on entend partout sur les plateaux télé. D'adhésion, c'est nouveau. Mais en tout cas, c'est un vote de détermination. Moi, je voyais les gens dans la file d'attente, ils savent très bien que moi, je ne suis pas Rassemblement national. Ils me disaient, monsieur le maire, il m'aime bien. Enfin, je crois que j'ai l'impression que ça se passe bien, mais je sentais bien dans le regard qu'il y avait une espèce qu'ils n'allaient pas voter forcément pour ma candidate, LR, Nouvelle Énergie, mais parce qu'ils se disent, tiens, il y a peut-être l'opportunité de retrouver un peu d'autorité. Alors, les Alpes-Maritimes, c'est peut-être un peu différent. Manifestement, pas tant que ça. Et si je suis votre collègue, vous vous mettrez d'accord tous les deux. Sur les chiffres, en tout cas. 97% des communes qui ont voté le Rassemblement national en tête. Donc il y a une attente d'autorité, il y a une attente de faire respecter le pays, tout simplement, par rapport à l'immigration, etc. Je crois que c'est ça qui est vraiment le déterminant de ce vote. L'immigration plus que le pouvoir d'achat ou la sécurité? Oui, j'en suis archi convaincu. Alors, la sécurité et l'immigration sont... le ministre de l'Intérieur et le président de la République avaient dit qu'ils étaient liés. Après, ils ont dit le contraire, mais chez beaucoup de gens, il y a en tout cas une association d'idées. Ça arrive parfois que le président de la République dise le contraire. Oui, parfois en même temps même. Mais c'est une volonté me semble-t-il, dans ce vote, de sortir de cette impuissance publique. J'ai souvent parlé de l'impuissance publique. J'exprime, y compris dans les assemblées départementales de maires, le fait que nous sommes dans une crise de la démocratie. Nos démocraties, et c'est un enjeu majeur, sont attaquées de l'extérieur par des empires illibéraux, voire dictatoriaux, mais de l'intérieur par la perte de force morale qu'analysait déjà Saint-Exupéry ou d'autres, c'est la postmodernité, mais aussi par l'islamisme aussi, et surtout par l'impuissance publique, qui fait qu'on a l'impression que l'État est de plus en plus fort avec les faibles, de plus en plus faible avec les forts. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent public, avec des jamais autant prélevé, de moins en moins présents. Ou lorsqu'ils sont présents, vous faites avec cette vitesse, vous êtes sûr d'être réprimé, et c'est normal, mais si votre voiture brûle en bas de chez vous par des émeutiers, vous êtes sûr que celui qui brûle votre voiture ne sera pas sanctionné. Donc cette vague-là, oui, on l'avait décrite, analysée. C'est pourquoi nous essayons, avec certains à gauche, je pense à Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, à droite, de dire qu'il faut recréer une confrontation pertinente, légitime, républicaine, gauche-droite,
pour qu'il y ait des alternatives, parce que ce mythe du dépassement de l'alternative, en fait, c'est une mise en cause de la démocratie. La démocratie, c'est le choix, c'est des choix raisonnables. Mais vous l'aviez senti monter, cette vague, mais est-ce que vous l'aviez vraiment senti à cette hauteur? Parce que là, on l'a dit, tous les chiffres sont absolument records. Oui, enfin, le soir des Européennes, on avait déjà ces chiffres-là. Les sondages les donnaient déjà. Alors après, vous savez, on a beau vous dire que c'est dur de courir le 35e kilomètre du marathon, il n'y a que quand vous le courez que vous savez que c'est dur. Hein. Ça fait mal quand vous y êtes, quoi. Mais en tout cas, les analystes voyaient arriver ce phénomène. David Lisnard, j'ai deux questions à vous poser. On est quand même dans une impasse politique aujourd'hui. Oui. On aimerait voir comment vous imaginez ce second tour, parce qu'il y aura une majorité absolue pour un bloc. Mais j'aimerais aussi vous faire réagir sur cette très bonne interview de Dominique Régnier, le patron de la Fondapol. Il dit souvent des choses très bien, d'ailleurs. Dans Le Point, là. Qui dit « J'ai l'impression que les Français sont dans une forme de dépression électorale ». Et je complète ma question. Est-ce que si demain, c'est une question factuelle que je vous pose, le Rassemblement national n'avait pas une majorité en tant que nombre de députés à l'Assemblée nationale, est-ce que les gens qui votent Rassemblement national n'auraient pas l'impression de s'être fait voler leur vote? S'il n'a pas la majorité, c'est qu'il n'a pas eu la majorité des votes. Très bien, mais si vous avez... non, mais parce qu'en fait, vous savez ce qu'on dit aujourd'hui, on dit qu'il y a des débauchages, des tripatouillages, le ministre de l'Intérieur qui accepte un désistement d'un candidat LFI. Tout ça est indigne. Pardonnez-moi, mais ça choque. Tout cela est indigne, ce que vous venez de dire. Et voir des membres du gouvernement ou des personnes qui se réclament de l'arc républicain, pour reprendre l'expression actuelle, soutenir les pires parfois des LFI, est une indignité. Voilà, je le pense profondément. Pour revenir à votre question, il y a des Français qui vont voter, nous allons voter, et puis on verra ce qu'il en ressort. Mais vous appelez à faire barrage au Rassemblement national? Non. D'abord, vous savez, la définition du barrage, c'est qu'il fait toujours monter le niveau de ce qu'il y a derrière. Hein. Donc, et on en voit le résultat. Donc ça fait 40 ans qu'on fait le barrage, mais aujourd'hui, il y a une vague, parce qu'à un moment donné, l'eau passe par-dessus, et c'est ce qui est en train d'arriver. Juste, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Il y a aussi 577 élections. Hein. Bon. Et objectivement, quand je vois le niveau de certains candidats du Rassemblement national qui sont envoyés au scrutin, j'avais eu la même réflexion sur certains candidats qui étaient à l'époque proposés par Emmanuel Macron. Il y avait des gens de grande qualité, mais il y avait des gens qui, vous parlez du niveau de connaissances, de compétences intellectuelles. Mais bien sûr. C'est à un moment donné, est-ce que le Rassemblement national veut vraiment le pouvoir? Parce qu'on a quelques exemples qui, quand même, ne sont, me semble-t-il, pas respectueux et à les filles, de vous trouvez ce qu'est l'engagement. C'est plus haut. Mais pourquoi posez-vous cette question? Parce que j'ai comparé avec les filles. Non, mais je vous pose la question. Parfois, on a des députés les filles, pardonnez-moi, dont on peut douter de... Il y a des niveaux différents et personne n'a la science infuse. Mais là, on a des cas, comme on a vu dans la Macronie, qui manifestement ne connaissent pas même les fonctions d'un député. Vous voyez, je ne remets pas en cause leur capacité intellectuelle et la vie qu'ils ont et leur personne, mais à un moment donné... Moi, avant de me présenter au municipal, je me suis préparé pendant des années et des années pour savoir de quoi j'allais parler, ce qu'on pouvait faire, etc. Donc, dépression politique, pas tout à fait, parce qu'il y a eu une participation élevée. On nous annonçait depuis des années une baisse de la participation, une participation élevée. Ça, c'est pour répondre à la réaction de Dominique de Régnier. Donc, il y a un sursaut civique. Je crains qu'effectivement, nous soyons dans une expression chaotique parlementaire, en tout cas à l'Assemblée nationale, dans quelques jours, mais c'est la vie, il faudra affronter votre cela. Votre pronostic? Je n'ai pas de pronostic. Bah, je ne suis pas pronostiqueur. Quel sera le groupe qui sera en tête à l'Assemblée nationale? C'est le RN? Vous êtes pronostiqueur. Non. Moi, je suis engagé. C'est pas la même chose. Moi, je ne fais pas des pronostics. Je vais au combat, j'avance des idées. Et vous craignez une majorité RN? Quand vous êtes engagé, vous ne pouvez pas Ah non. Moi, ce que je crains, c'est que le pays soit bloqué. Ce que je crains, c'est qu'on ait à nouveau, quel que soit le prochain gouvernement, RN ou pas, des étatistes, dirigistes, interventionnistes. Alors, on va parler de tout ça. J'essaie d'y arriver d'ailleurs. Oui, j'ai bien vu. Qui vont une fois de plus planter le pays. Et là-dessus, ça alimentera la crise de la démocratie. Mais objectivement, moi je l'ai dit, j'ai une ligne rouge, c'est l'extrême gauche. Mais je constate que sur le terrain, nous sommes, alors qu'on a des candidats de qualité, des gens qui sont capables de faire une rupture avec ce social-étatisme qui conduit notre pays dans le mur,
des candidats RN qui racontent n'importe quoi, qui sont dans le même niveau que des socialistes à une époque, c'est-à-dire de proposer toujours plus de dépenses, sauf qu'ils le réservent à des nationaux. C'est la même mécanique. Je reviens juste sur la question du barrage. On a compris que vous étiez opposé. Le Front républicain, c'était quand même quelque chose qui structurait depuis 40 ans notre vie politique, qui avait permis à Jacques Chirac d'être élu en 2002 avec plus de 80% des suffrages face à Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce Front républicain, il est définitivement mort et enterré? Mais parce que les mots, la politique, ce sont des dynamiques. Ce n'est pas des barrages, ce n'est pas du stock. C'est de la dynamique. Et comme dans beaucoup de domaines de la vie d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui, ces mots ont été démonétisés. C'est-à-dire que Front républicain par rapport à quoi? Il y a un risque monarchique? Est-ce qu'il y a un risque fasciste? Il est où le fascisme? Quand j'entends certains députés ou candidats d'extrême gauche, je les trouve fascistes. Et qu'aujourd'hui certains veulent s'associer à eux au nom d'un front républicain. Donc tout cela n'a... Donc c'est ni RN ni LFI. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque à RN, parce que le problème est plus subtil. Je pense que l'immense majorité des candidats RN sont des gens de bonne foi qui veulent servir le pays, comme des gens d'ailleurs à gauche, communistes, extrême. Je veux dire, je ne porte pas de jugement a priori sur les individus et sur leur motivation. Mais la difficulté, c'est que lorsque vous êtes au pouvoir, si vous n'avez pas avant analysé toutes les raisons du blocage français, ce que l'on ne fait pas depuis 30 ans ou 40 ans, vous vous cassez les dents, vous vous heurtez sur l'impossibilité d'être efficace, notamment sur le plan régalien. Et donc, soit vous baissez les bras, et c'est ce qui se passe depuis une trentaine d'années, vous dites c'est la faute de la jurisprudence, de la justice, du machin, c'est-à-dire que vous ne vous affrontez pas au système, soit vous faites du liberticide. Donc, il peut y avoir un danger liberticide, avec l'arrivée du RN. Mais ce danger liberticide, il peut arriver avec n'importe quel pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans le conformisme technocratique, il y a un danger liberticide. Et que moi, tout ce qui me motive, tout ce qui fait que je pense que l'offre de nouvelle énergie peut être différente, c'est qu'elle concilie le besoin d'ordre et la liberté. Et que le désordre aujourd'hui génère un risque liberticide. Mais donc, pardon, si pour revenir à la consigne, pour revenir à la consigne de vote, c'est bien clair, chez vous, c'est ni RN ni LFI. Mais moi, j'ai une consigne, je suis pour la liberté, vous l'avez compris, et la responsabilité. Donc les consignes, ça ne fonctionne jamais. Les états-majors ne sont plus écoutés aujourd'hui? Ce qui est une évidence, mais je crois qu'ils n'ont jamais été écoutés, ce qui est une évidence, c'est que lorsque l'on a les valeurs et les principes que j'essaie de défendre, ceux de la liberté comme source de création, ceux de l'ordre comme condition de la liberté, l'ordre juste, ceux de la culture et de l'instruction comme élément fondamental de la prospérité et de la qualité de vie, on est enclin à voter pour des candidats de la droite et du centre, plus enclin. Mais il y a autant de cas que de circonscriptions, c'est simple. L'ordre juste, juste une parenthèse, il me semble que c'était un concept de Ségolène Royal. Alors, c'est un concept de la démocratie chrétienne. Démocratie chrétienne, Aldo Moro, en Italie, oui. On voit que nous avons un érudit sur ce plateau. Non. Et qui a été repris à juste titre par Ségolène Royal. C'était très intelligent de sa part. Alors, je ferme la parenthèse. Là, votre parti d'origine, les Républicains, est dans une situation aussi apocalyptique. Ciotti, donc, pactise avec le RN. D'autres se présentent avec l'étiquette classique du LR. La justice n'a pas tranché de savoir si Ciotti est toujours président ou pas des LR. Et puis, il y a Nouvelle Énergie, le parti que vous avez créé, qui suscite beaucoup d'espoir à droite, mais qui, pour le coup, peut-être un peu trop jeune, n'a pas vraiment marqué les esprits pour cette premier tour des élections législatives. C'était impossible. Objectivement, je l'avais dit d'emblée. Quand il fallait déposer... Mais vous voulez participer à la reconstruction des LR ? Bien sûr. Annonce de la dissolution le dimanche soir. Il faut déposer les candidats en quelques jours. Dans la semaine, au début, on nous annonçait le vendredi, puis c'était le dimanche. C'était impossible. Et je trouve que, justement, on a commencé à mettre un premier pied. Si j'ai créé il y a une dizaine d'années ce parti, c'est parce qu'il me semblait que la voix ce qu'on appelle la droite, d'une droite et d'un centre porté vers la liberté, n'était plus assez exprimée. Et donc, il fallait la faire entendre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire. Il me semble que si on est aussi fragile face aux phénomènes d'explosion, tels que ceux que nous connaissons, qu'il faut analyser, c'est parce qu'il nous a manqué un corpus d'idées, de propositions auxquelles nous rattacher. Et qu'effectivement, ça ouvre la voie à toutes les chapelles. Alors on me dit, vous faites une chapelle de plus peut-être. J'espère qu'elle va devenir église puis cathédrale. Mais l'idée, c'est véritablement de dire attention. Moi, vraiment, en tant que président des maires, de façon transpartisane, d'ailleurs, je parcours le pays. Je vois tous les signes du déclassement.
Je les vois, c'est-à-dire des boutiques qui ferment. Dans les centres-bourgs. Oui, mais même même dans les grandes villes, hein, ou les villes moyennes. On voit les déserts médicaux. Hein. Alors, voir un désert, bah oui, ça se voit, le désert. On voit les problèmes identitaires, les problèmes migratoires dans des villages. J'avais alerté chez vos confrères du Figaro, c'était il y a 4-5 ans, en revenant dans l'Allier, j'ai vu dans des centres-bourgs, des dealers, des points de deal, des trucs qui étaient impensables dans des villages, etc. Mais je vois aussi une société française qui n'est pas décivilisée, des gens qui ne sont pas décivilisés, contrairement à tout ce qu'on nous dit. Des gens très solides, parfois une vieille bourgeoisie qui est restée entreprenante, des gens qui viennent de familles d'ouvriers, qui croient en l'industrie, en la France, des personnes qui viennent de l'immigration récente, qui sont venues pour des bonnes raisons et qui sont fiers d'être devenus français. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, il est temps de porter un espoir. Et que c'est dans le chaos toujours que naît le renouveau. Et que cet espoir, il est dans les principes forts qui font ce qu'on appelle une droite, je le répète, gaulliste, libérale et démocrate chrétienne. Voilà. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui reconstruire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les Républicains sont morts et comment vous vous situez dans la fracture ouverte, on peut le dire, hein, entre le canal historique et le canal non habituel, mais ouvert par Éric Ciotti dans son alliance avec le RN? Je n'ai pas suivi Éric Ciotti, hein, je le connais bien, on a mené beaucoup de combats ensemble. Nous sommes voisins et on a eu parfois quelques adversaires communs. Bon. Mais je ne l'ai pas suivi pour des raisons de forme et de fond. Pourquoi? Expliquez-les-nous. Il n'a pas prévenu les chefs. Ça me semble manifeste. Un tel changement stratégique, dans n'importe quel... Moi, je viens du monde de l'entreprise. Un tel changement stratégique... En 24 heures ne se fait pas sans être mandaté. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et puis, sur le fond, je pense que c'est une erreur parce que, moi, défendre un parti qui nous parle encore de façon très démagogique de taxer les super profits. Il faudra me définir ce que c'est. Hein. Et alors que moi, je préfère qu'on investisse ces super profits sur l'innovation, sur l'écologie, sur la science, etc. Un parti qui me dit qu'on peut, comme ça, baisser la TVA à 5,5 sur les carburants, alors que nous allons dans le mur de la dette. Il faut avoir l'accord de Bruxelles. Mais même sans l'accord de Bruxelles, c'est même pas ça qui compte. C'est que si vous voulez défendre le pouvoir d'achat, il faut défendre le pouvoir de produire. Et que vous ne pourrez pas produire avec un surendettement public. Ça veut dire que le programme économique de Jordan Bardella, tel qu'il l'a présenté ces derniers jours, vous inquiète? Alors, vous avez vu et ça aussi, ça me plaît pas trop, parce que c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, que déjà commence à dire que, bon, peut-être, ils ne feront pas enfin un audit. L'histoire de l'audit, c'est la tarte à la crème politicienne. Oui, c'est normal aussi. Pas besoin d'audit. Si, comme Bruno Le Maire s'est gouré sur les recettes fiscales l'année dernière, on peut se dire que... Mais il suffisait, pas besoin d'audit, il suffisait qu'il écoute l'Observatoire des finances publiques, dont le rapport était joint au projet de loi de finances, qui annonçait exactement ce qui allait se passer. Sauf qu'il y a eu, non pas un manque d'audit, il y a eu un manque de courage politique et d'honnêteté politique. Et la Macronie nous a amenés dans le gouffre dans lequel nous sommes. Vous allez faire une belle transition, on va parler un peu d'économie. Je reprends votre concept, remettre l'appareil d'État au service de la société. C'est une formule que vous avez fait vôtre, que vous citez souvent. Quand on a 3100 milliards d'euros de dette, quand on a un déficit budgétaire de 170-180 milliards d'euros, quand le service de la dette va représenter le premier budget de l'État, Bruno Le Maire l'a dit, à l'horizon de quelques années, donc on n'est plus capable d'investir, de faire de l'investissement public, comment est-ce qu'on remet l'appareil d'État au service de la société? En votant Nouvelle Énergie. Oui, d'accord. Ça, vous n'êtes pas encore président, David. C'est la condition sine qua non, mais pas forcément président. Il y a d'autres. Ça aussi, il faut sortir de l'absolutisme inefficace. Comment Moi, j'aime beaucoup la formule. Remettre l'appareil d'État au service de la société, on adorerait. Vous vous rendez compte que votre question est ouverte. On paye beaucoup d'impôts et on n'a pas de service public à la hauteur. Non, mais déjà, il faut faire les bons constats, parce que ce thème-là, vous avez remarqué qu'il est totalement absent des législatives. C'est-à-dire que nous allons choisir et de la présidentielle. Et de la présidentielle. Bien sûr. Il n'a pas fait campagne, Macron. Bien sûr. Nous allons choisir les femmes et les hommes qui vont voter les budgets, qui vont voter les dépenses, qui vont voter les impôts. Il n'y a eu aucun débat sur la condition sine qua non de l'efficacité de l'appareil d'État, c'est-à-dire la bonne gestion publique. Les comptes, ce n'est pas une finalité. Donc il ne s'agit pas d'avoir une vision comptable, mais c'est une modalité. Aujourd'hui, si vous voulez avoir plus d'efficacité pour enfermer les délinquants, si vous voulez renvoyer les immigrés clandestins chez eux, si vous voulez maîtriser vos flux migratoires, si vous voulez mettre les voyous en prison, si vous voulez que les mineurs multirécidivistes soient enfin dans des maisons de redressement, si vous souhaitez être accueillis à l'hôpital aux urgences et qu'on ne vous dise pas « Ah non, désolé, on ne peut pas vous accueillir » comme dans 22% des urgences hospitalières au moment où nous parlons, vous ne pouvez le faire qu'avec un appareil d'État efficace. Donc déjà,
Il faut en faire une priorité nationale. Et il faut poser ce constat. Ce que, malheureusement, personne ne fait parce que ce n'est pas démagogique. Mais croyez-moi, les gens sur le terrain, ils vous comprennent, ils le savent, ça. La notion de productivité, du travail, la démographie qui s'effondre, tous ces paramètres sont liés. Et donc, en la matière, le chef de l'État, son rôle, c'est de chefer l'État et pas de chefer la société. C'est pas de vous dire si vous devez mettre un col roulé quand il fait froid ou combien de fruits et légumes vous devez manger le matin. C'est en revanche de faire en sorte que les fonctionnaires, qui sont des bons fonctionnaires en France, eh bien, qui coûtent plus cher qu'ailleurs tout en étant moins bien payés, puissent bien bosser. C'est faire des plans d'investissement dans la fonction publique. C'est utiliser la robotique et l'intelligence artificielle au service de l'humain. C'est faire en sorte qu'on supprime tous ces services déconcentrés qui ne servent à rien, sauf à créer de la bureaucratie sclérosante. C'est revenir à un régime de responsabilité, donc de liberté, non pas un régime d'autorisation, la République des Cerfa dans laquelle nous sommes. C'est faire en sorte que les services de la Direction régionale de l'environnement, on les supprime. Que la MRAE, Maison régionale, on la supprime. Des DTM, qu'on donne le pouvoir au préfet, que le droit soit retravaillé sur les principes généraux du droit, sur des dispositions d'ordre public, mais que la loi cesse de vouloir tout prévoir, type loi climat et résilience, bombe à retardement, qui ne servira en rien à l'écologie et qui retarde notre pays. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, le zéro artificialisation nette, cette folie bureaucratique, c'est de supprimer le principe de précaution dans la Constitution qui bloque les industriels et le remplacer par un principe de responsabilité. C'est retrouver un État fort. Vous savez, vous connaissez la courbe de l'affaire, trop d'impôts tue l'impôt. Il y a la courbe de Bars aussi, c'est un acronyme, ce sont 4 économistes américains. C'est qu'un excès de dépenses publiques détruit le service public. Nous y sommes en France. Il faut redonner du pouvoir aux managers de la fonction publique. Moi, j'ai tout un projet qui est prêt là-dessus. Avec des objectifs à 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, pour retrouver de la performance publique, pour en faire en sorte il n'y a pas de fatalité au déclassement français. Il n'y a pas de fatalité à l'effondrement de l'éducation nationale française. Il n'y a pas de fatalité au fait qu'on a un système social qui coûte le plus cher au monde et qu'on n'a jamais autant eu de SDF dans nos rues parce qu'on a plus de 220 aides qui sont éparpillées et qui créent 220 administrations pour les traiter. Il faut en finir avec les effets de surcharge bureaucratique. Mais ça nécessite un boulot énorme et pas simplement de la com. Voilà. Un mot sur le climat économique. On dit que l'économie, c'est de la psychologie, c'est aussi de la confiance. Oui. Actuellement, la situation chaotique de cet entre-deux-tours et de cette campagne a créé beaucoup d'inquiétudes chez nos partenaires européens, sur les marchés. On a vu des chiffres très inquiétants à la bourse. Est-ce que ça vous inquiète? L'image de la France sur le plan économique? Bien sûr que ça me préoccupe. Ça avait commencé, si vous me permettez, avant ces législatives. Avec la dévaluation de la note par une agence de notation célèbre. Une célèbre agence de notation, Standard & Poor's, pour ne pas la citer, qui effectivement a déclassé la France, et d'autres arrivent. D'autres arrivent, indépendamment de la majorité qui nous dirigera. C'est là où les arguments du gouvernement et du Premier ministre tombent à côté quand ils font la leçon au Rassemblement national. Mais enfin, excusez-moi, mais c'est vrai qu'ils ont augmenté la dette de 1 000 milliards depuis 2017. Dont 250 pour le Covid et l'Ukraine. Entre un quart et un tiers pour le Covid. Voilà. Mais le reste, c'est vrai que le reste, c'est des dépenses de fonctionnement de l'État. Ce sont des dépenses de fonctionnement de l'État. Je vous donne juste ce chiffre parce qu'il ne peut pas y avoir de politique publique efficace sans bon diagnostic. C'est comme en médecine. Il n'y a pas de traitement efficace s'il n'y a pas un bon diagnostic. Ça fait des années, je vous dis, enfin, je vous en êtes témoin. Dès l'été 2020, on a vu que le quoi qu'il en coûte allait devenir un n'importe quoi qu'il en coûte, une martingale jusqu'à la présidentielle. Juste ce chiffre, sans vous assommer de chiffres. Mais quand on regarde les déficits, tous les pays ont été confrontés au Covid et à la géopolitique qui change la donne. Dans la zone euro, donc des pays très administrés, avec des services sociaux de qualité, et moi je suis pour des services sociaux de qualité, etc. L'augmentation du déficit de l'État, le déficit, en France, depuis 2019, avant le Covid, nous sommes à 13,8%. 13,8%. 13,8 points de PIB, pardon. L'augmentation du déficit de la zone euro, c'est 3,8. Ça veut dire que nous avons dépensé en France 10 points de plus que les autres, que nos partenaires. Donc c'est le signe que nous sommes au bout de ce système dirigiste qui fait que la politique s'occupe de tout. Non, la politique, elle est au service de la société. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire entre l'extrême gauche,
jusqu'au Rassemblement national, ce sont tous des étatistes, David ce sont Lisnard. tous des interventionnistes. Et c'est en cela qu'ils vont alimenter la crise dans laquelle nous sommes. Parmi tous les éléments que vous avez soulevés avec emphase et enthousiasme, vous avez parlé de démographie, vous avez parlé d'immigration. Bon, Oui. pardonnez-moi, mais bon, on a une démographie qui est quasiment au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu un boom évidemment des naissances quand le pays était libéré. Et on a une immigration clandestine qui est forte. Quand vous avez le MEDEF, le syndicat patronal des grands groupes, qui dit mais nous on a besoin de main-d'œuvre immigrée parce que précisément on a une démographie qui est en baisse. D'ailleurs, Gérald Darmanin, dans le projet de loi immigration, a dit on va mettre en place des sortes de titres de séjour provisoires pour les secteurs économiques qui sont en tension de main-d'œuvre. Donc c'est bien de faire le constat que la démographie est en baisse en France. C'est bien de dire que l'immigration, comme l'avait dit d'ailleurs Georges Marchais ou François Mitterrand à leur époque, ça peut pas durer. d'extrême droite. Ça peut pas durer comme ça. Mais comment est-ce qu'on concilie tout ça? Parce qu'on a aussi cette équation économique. Alors, deux choses. L'immigration zéro n'est ni souhaitable ni faisable. Donc, il faut une immigration. Il y en a toujours eu. En revanche, il faut faire le robinet de l'immigration parce qu'aujourd'hui, il faut diviser. Je ne parle même pas de l'immigration illégale. Il faut diviser l'immigration légale au moins par 8. L'année dernière, l'immigration légale a représenté la population de la Corse. C'est insoutenable. Et une immigration légale de personnes très souvent pauvres. Et avec une émigration de personnes très souvent soit diplômées, soit autodidactes, très entrepreneurs. Donc, il faut que le pays soit plus attractif, augmenter la productivité du travail. La productivité du travail, c'est la valeur créée par heure de travail par salarié. Nous sommes dans une spirale infernale. C'est-à-dire que pour que vous ayez de la productivité du travail, il faut que l'investissement paye. Donc il faut arrêter de surtaxer le capital, c'est-à-dire l'investissement. Et deux, il faut que le travail paye. Donc il faut arrêter de surcharger le travail. Et il faut surtout choisir l'immigration. Donc il y a une immigration de main-d'œuvre qui doit encore venir, mais strictement limitée par des quotas, comme tous les pays du monde qui maîtrisent leur flux migratoire, démocratie comprise. Je veux juste terminer là-dessus. Je vais vous faire remarquer un petit point après. Et il faut choisir aussi une immigration aussi qui apporte de la productivité. Aujourd'hui, on fait tout le contraire. Donc on perd sur les deux tableaux. Et c'est pourquoi la proposition à l'époque de LR de faire un double référendum est la seule solution pour arriver à maîtriser cette immigration, c'est-à-dire de ce que proposait François Fillon, avec qui j'avais travaillé, d'étendre le champ de l'article 11 de la Constitution pour pouvoir faire un référendum qui nous permet de transcender les jurisprudences Conseil d'État constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme, notamment l'article 8. Et c'est la seule façon. Deuxième élément, il faut évidemment relancer une politique de la famille. C'est absolument indispensable. Donc, allocation familiale. Avec allocation familiale. Je vais vous dire quoi. Avec le quotient familial restauré. Donc, revenu allocation familiale. Avec allocation familiale universelle, mais qui s'arrête au 3e enfant. L'intérêt de la France, c'est d'avoir 2,1 enfants par femme en âge de procréer. C'est comme ça. Et pas d'avoir 5 ou 6 ou 7. Donc après, c'est le choix des familles. Mais donc, aujourd'hui, il faut concentrer les aides familiales, mais de façon universelle, 2e et 3e enfant, et puis lutter contre la polygamie. David Lisnard, vous habitez dans les Alpes-Maritimes, vous habitez à côté de Mandelieu-la-Napoule, vous n'êtes pas loin de Nice, et puis pas loin de Nice, il y a Menton. Vous avez une bonne vision de la géographie. Et puis Menton, si vous voulez, c'est... j'ai habité Nice quelque temps, vous savez, vous vous souvenez. Et Menton, c'est la porte d'entrée d'une immigration illégale absolument terrifiante. Il y a le pacte de stabilité et d'immigration qui vient d'être voté par le Parlement européen. L'Italie en a marre de recevoir pour l'Europe entière les migrants qui arrivent, qui fuient pour des raisons bonnes ou mauvaises, parfois évidemment payés par des passeurs, etc. Mais comment est-ce qu'on peut réformer la politique de l'immigration en France, si tant est que la souveraineté nationale existe encore, sans réformer Schengen? Alors, il faut réformer Schengen. Il faut revoir les traités européens, mais beaucoup de pays sont d'accord avec cela. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un discours anti-européen de le dire. Et il faut appliquer un principe fondamental de la performance publique et de la démocratie, c'est la subsidiarité. Pas au sens européen, la vraie subsidiarité, celle qui est ascendante. Certains pays l'expriment et en font un argument fort pour leur politique nationale. Notamment le Danemark. Oui.
Donc le Danemark, les sociodémocrates, le centre-gauche, a une politique migratoire qui peut servir de modèle à la politique française. Et voyez, moi, je pense même que la politique de l'immigration devrait devenir un débat technique et même plus politique. Parce que je discute, moi, avec beaucoup de personnes de gauche. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la situation ne peut plus continuer. Donc, on n'est que dans de la technique. Comment on fait pour accueillir, mieux intégrer, assimiler. Aujourd'hui, on perd sur tous les tableaux. Notre politique, elle est indigne pour les personnes qui émigrent et elle est explosive pour la société française. Et puis, bien sûr, cela est lié aussi à une politique internationale de développement. C'est une évidence. Oui, mais enfin, qu'on ne pourra pas. L'Agence française de développement, sa filiale la Proparco, ils font du développement coopératif sur place depuis des années quand même, David. Non, mais on a tout loupé. Vous voyez, par exemple, sur la crise comme ça fera une autre transition. Tiens, peut-être. C'est vous qui choisissez, c'est vous les patrons. Hein. Sur l'Ukraine. Quand un des enjeux de la guerre en Ukraine, ce sont les terres noires, hein, donc qui sont dans l'ouest de la Russie et dans l'est de l'Ukraine. Les terres à blé. Voilà, qui sont des terres extraordinairement céréales productives. Dans les années 90 et début années 2000, la Russie a fait venir des grands céréaliers américains et européens, notamment français, qui ont créé des grandes unités de production. La Russie, à l'époque, elle devait importer pas loin de 100 millions de tonnes de blé par an. Et puis, se sont créées ces structures. Il y a eu la Crimée en 2014, etc. Et aujourd'hui, la Russie est devenue un gros producteur de blé, exportateur. Ils ont viré des céréaliers américains et français. Ils ont mis des boîtes russes sur l'Afrique. Nous avions une opportunité extraordinaire d'aider l'Ukraine sans déstructurer le marché intérieur européen et de reprendre l'initiative diplomatique en Russie, parce que la diplomatie des minerais et du blé, ça existe encore. La Russie a injecté tout le blé en aide sur le marché africain. Et ce qui a fait qu'on a été viré de beaucoup de pays d'Afrique, ce n'est pas que Wagner, c'est avant tout des relations géopolitiques et géostratégiques, notamment liées aux céréales. On avait l'occasion d'acheter des surplus de blé ukrainiens, donc de soutenir l'Ukraine, et d'affecter, et ça nous coûtait moins de 5 milliards à l'échelle européenne par an, moins de 5 milliards, et d'affecter tout ce blé en stratégie alimentaire, d'aide alimentaire à l'Afrique. Ça aurait évité une guerre en Ukraine ? Non, je n'ai pas dit que ça évitait. Bon. Non, c'est dans le cadre du soutien à l'Ukraine pendant la guerre. Ça ne déstructurait pas le marché intérieur européen. On l'a déstructuré, là. Et on pouvait... Et j'ajoute que si on avait pu éviter de supprimer le corps diplomatique au moment où jamais on a autant eu besoin de la diplomatie, ça aurait été peut-être meilleur. Alors, après ce topo géopolitique, je voudrais revenir un peu au scénario politique pour l'après 7 juillet, parce que ces scénarios inquiètent beaucoup nos compatriotes. Certains, et notamment dans la majorité sortante, envisagent, si Jordan Bardella n'avait pas la majorité absolue, puisque je rappelle qu'il a expliqué que s'il n'avait pas la majorité absolue... 289 députés. Voilà, 289, il n'irait pas à Matignon. Certains expliquent que... Il a dit un peu différemment depuis. Il a dit s'il manque quelques députés, on verra. Bon, et certains envisagent une coalition des démocrates et républicains qui irait de la gauche acceptable, on va dire PS écologiste, au centre avec les macronistes et à droite de LR. Est-ce que ça, c'est une solution crédible ? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour des raisons... C'est Gabriel Attal qui a annoncé ça hier soir. Je n'y crois pas pour deux raisons. D'abord, une raison mathématique. Je regarde les projections, je ne vois pas comment c'est faisable, sauf à aller avec des gens infréquentables. Vous voulez dire les insoumis ? De l'extrême gauche, voilà. Donc c'est impensable. Qui ont un plus grand nombre de circonscriptions à gauche que le PS ou les Verts. Donc je pense que c'est un vœu immature. Quoi. Enfin, mathématiquement, ça ne passe pas. Je suis comme vous, je n'ai pas plus d'infos. Oui. Vous auriez pu dire aussi la gauche plurielle, on a essayé. Bon, oui, et puis si c'est pour... J'allais y venir. Quel sens de la transition si c'est pour faire du super en même tentisme, ça va encore plus faire monter les extrêmes. Bon. C'est pour ça que je pense qu'on est dans une véritable impasse. Ensuite, le président de la République aurait pu, le soir de la dissolution, dire écoutez, je prends cette initiative parce que je constate que j'échoue, qu'il y a un rejet, et que je ne veux pas que ces 3 années soient inutiles jusqu'en 2027. En 2027, devra avoir lieu une confrontation de projets, d'idées, de personnalités, c'est la démocratie. En attendant, je propose 4 réformes très fortes. Je prends acte que sur l'immigration, mes deux lois ne servent à rien, ce qu'on disait tous, et je vais faire les référendums. LR avait raison, et là je peux rassembler des gens qui viennent de Manuel Valls jusqu'au RN, etc., sur l'immigration, sur l'école,
allez, on arrête maintenant les dégâts, on ferait vraiment une vraie réforme de l'école. Vous voyez, quatre thèmes. J'arrête tout le sociétal et puis les prochains trancheront. Et là, je propose véritablement quelque chose de puissant, national, sur 4 réformes. Et là, j'aurais dit, OK, on peut tenter quelque chose. Et pendant 3 ans, on est utile au pays. Mais dans ce capharnaüm, je vous le dis, je ne vois pas la sortie. Vous craignez le blocage total de notre Parlement et de nos institutions la semaine prochaine? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Le fait de dire je ne sais pas, c'est peut-être une crainte. C'est un saut dans l'inconnu. Mais je suis un citoyen comme vous, engagé, et j'observe les difficultés qui sont là. Alors après, ceux qui sont au Parlement peut-être trouveront des compromis qui seront étonnants, qui iront peut-être beaucoup plus à droite que vous ne le pensez, plus à gauche, j'en sais rien, ou que nous le pensons. Mais en l'état actuel des choses, je ne vois pas ce qui peut permettre d'avoir une majorité stable jusqu'à la prochaine dissolution. À la géopolitique, j'aurais une question sur Taïwan aussi pour vous. Juste une dernière question politique, enfin en tout cas ce qui me concerne l'intérieur. L'une des solutions, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, il l'écarte comme il avait écarté d'ailleurs la dissolution. Bon. Mais est-ce que c'est avec une lui, solution, on n'est jamais une surprise près. Mais ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, les constitutionnalistes ne sont pas très clairs. S'il démissionne avant 1 an, celui ou celle qui serait élu ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on serait de nouveau dans une crise de régime. De ce que j'ai lu, c'est très clair. Il n'y a pas de possibilité. Au regard de la rédaction de l'article. Donc s'il veut rendre service au pays, il faut qu'il démissionne d'ici 1 an. C'est l'article 12. Non, mais même, ça peut être une dissolution possible avant 1 an. Non, mais il faudrait une démission collective de l'Assemblée nationale, mais je vois peu de députés se faire harakiri. Donc, est-ce que cette situation bloquée qu'on évoque, est-ce que ce n'est pas le signe que nos institutions de la Ve République ne sont plus adaptées à notre vie politique? Il faut passer à la 6e République. Qu'il faut les réformer, alors pas forcément passer à la 6e, mais en tout cas les réformer. Autant, vous voyez, je n'ai pas été exhaustif tout à l'heure, mais sur la réorganisation de l'appareil d'État, sur la remise en ordre, comment on dirige l'État, j'ai vraiment des certitudes, enfin en tout cas des certitudes. J'ai des choses très, très fortes en nous, en moi, parce que sur les institutions, je n'ai pas encore de certitude. Moi, je suis très attaché, peut-être de façon pavlovienne, à la Ve République. Mais force est de constater que là, ça fonctionne plus. Mais à un moment donné, est-ce qu'il faut changer les règles ou est-ce qu'il faut changer ceux qui ne savent pas jouer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est une mauvaise équipe de foot, est-ce que c'est la faute des règles ou est-ce que c'est la faute des joueurs et du sélectionneur? Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment un manque de pratique que je me permets. En 2017, j'avais dit Emmanuel Macron a plein de qualités, etc. Mais il me semble que nous allons vers... Il y a tellement d'ambiguïté préélectorale que l'on va avoir un chaos post-électoral. J'avais dit chez vos confrères cette fois-ci des échos. En revanche, ce que je constate aussi, c'est que dans le XXIe siècle, l'hyper-centralisation est un échec. La centralisation est un échec. Ça, c'est sûr. C'est vraiment... Et on le sait en entreprise. Vous savez, même dans les grandes boîtes, on crée des îlots de responsabilité, pas que thématiques, mais aussi locales, avec... La grande réforme qu'il faudra mener, c'est la responsabilisation. De même qu'on parlait de participation, il faudra faire la responsabilisation. La responsabilisation elle peut être qu'individuelle, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la capacité d'avoir un ordre spontané, une émulation, un foisonnement. Notre pays est plein de créativité. C'est pour ça que moi je suis optimiste sur l'avenir. Ce que je crains, c'est la violence à court terme. Ça, je le crains parce que notre histoire est faite de violence. Il y a beaucoup de points communs avec 1848, la fin de Louis-Philippe, avec en plus une crise civilisationnelle et identitaire. Vous craignez la violence? Est-ce que dimanche soir, je ne sais pas, je le souhaite pas. Il peut y avoir des émeutes? J'aime pas dire qu'on craint ça parce que c'est une forme, c'est pas du tout un souhait. Donc, mais oui, on sait bien qu'aujourd'hui il y a les ferments, peut-être pas dimanche soir, mais peut-être à l'automne. Enfin, tout ça existe en France et notre histoire elle est faite de cela. Et moi, je pense à mes enfants et j'ai pas envie que ce soit dans un pays violent. Bon. Mais en revanche, je vois la créativité française dans le XXIe siècle, qui est un siècle de la créativité. C'est le siècle de l'IA, c'est le siècle de la science. Donc on a tout chez nous. Si on arrive à capitaliser, à avoir une force d'investissement, à garder l'épargne, à injecter l'épargne vers l'investissement et à revaloriser le travail. On a tout. Là-dessus, le chaos, il vient aussi du fait qu'aujourd'hui, on est dans cette hyper-présidentialisation qui ne peut mener qu'à l'impasse. Donc, il faut certainement ajuster les institutions. Un régime plus parlementaire, une dose de proportionnel, subsidiarité. Surtout, il faut revoir l'organisation de l'État déconcentré. Il faut prendre acte de l'échec de la régionalisation et de l'agencialisation des services de l'État. Il faut donner du pouvoir aux préfets des départements, qu'ils soient les seuls représentants de l'État. Le nouvel acte de décentralisation, on en a beaucoup parlé, on l'attend toujours. Oui, comme beaucoup de choses. Mais qu'il n'y ait pas de contradiction entre ce que vous dira l'ARS
puis ce que vous dira les services régionaux de l'État, hein, de l'environnement, et ce que vous dira le préfet. Moi, on le vit tous les jours. Dans les entreprises, on le vit tous les jours. Dans les mairies, nous le vivons tous les jours. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Et certainement, regardez le pouvoir de nomination du président. Il est excessif. Et ça, c'est une dérive de la Ve République qui, je crois, doit nous amener à la réformer, oui. Alors, une dernière petite question géopolitique avant qu'on parle de votre livre, parce que bon, moi j'étais assez impressionné par les leçons de Pompidou de David Lisnard et de Christophe Tardieu aux éditions de l'Observatoire. Un livre qu'il faut recommander. Oui, mais vous allez voir, je vais faire un petit parallèle avec la situation actuelle du pays. Mais juste un mot sur Taïwan. Bon, on voit que les Américains, ça pourrait ouvrir un nouveau conflit mondialisé entre la Chine et les États-Unis. Pour vous, à Taïwan, les Américains défendent plus les droits de l'homme ou les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs? Les deux. Si Taïwan n'avait pas de semi-conducteurs, je pense que les droits de l'homme seraient un peu moins regardés. Mais je trouve qu'il est normal que la politique étrangère d'un pays soit faite pour défendre des intérêts et des principes. Et que ce n'est pas contradictoire. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde différent de celui du XXe siècle et de la guerre froide, avec le retour d'empires, qui sont des grandes civilisations, subtiles, magnifiques, hein, la civilisation chinoise, la civilisation russe, la civilisation perse, civilisation ottomane, turque. Ces empires retrouvent leur réalité reptilienne, expansionniste, conquérante. C'est ce qui caractérise un empire, avec des erreurs d'analyse d'ailleurs de toute la classe politique française, qui estimait que parce qu'il y avait un déclin démographique de la Russie, la diplomatie macroniste est un échec. Vous l'avez constaté. Non, je pose la question. Pardon, moi, je suis pas. Disons que en Europe, en Afrique, en Australie, en Russie, au Maghreb, c'est pas un franc succès. C'est pas un franc succès. C'est un échec rapide d'ailleurs, mais qui vient aussi de non-dits précédents. Hein. Enfin, il y avait quand même un substrat, notamment en Afrique. Bon. Et donc là-dessus, ces empires sont illibéraux, sont de plus en plus dictatoriaux. La Russie est devenue dictatoriale. En plus, souvent avec des pays qui sont assez faibles à l'interne. Hein, je pense à l'Iran, qui a la bombe atomique, hein, il faut parler. Voilà, hein, bon. La Turquie, qui est dans l'OTAN, mais avec un chef d'État qui est très habile, qui est très, comme Poutine, c'est quelqu'un de puissant, Erdogan, mais qui est très faible à l'intérieur. Donc quand vous êtes faible en interne et que vous êtes autocrate, vous avez toujours tendance à accentuer et à attiser des ennemis externes. Donc aujourd'hui, l'enjeu qui est le nôtre, et là-dessus, Emmanuel Macron, je trouve, a bien évolué là-dessus. Au départ, il était assez ambigu dans sa relation avec la Russie, etc. C'est à un moment donné de dire que être pour la paix, c'est bloquer les dictateurs. Hein, c'est pas être pacifiste. Donc défendre la paix, c'est arrêter les dictateurs. Parce que toute l'histoire montre que quand on n'arrête pas un dictateur, il va toujours plus loin. Toujours plus loin, toujours plus loin. Et donc là-dessus, il est temps de défendre nos intérêts économiques, géopolitiques, culturels, et de les concilier avec nos intérêts de principe. Et donc, les démocraties doivent cesser d'être naïves, et nous devons, pour Civis Pacem Parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, nous devons préparer la guerre. C'est une obligation morale et concrète. Pour vous faire rebondir, mais simplement sur ce que vous venez de dire, moi j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle, je cherchais le titre exact, hein, qui s'appelle Le crépuscule universel de Chantal Delsol, sur les dictatures et les pouvoirs illibéraux, comme on dit maintenant. En fait, l'Occident a voulu expliquer que la seule voie à suivre, c'était celle de l'Occident, de ses valeurs, de sa façon d'être, de sa façon de penser, de sa façon de se cultiver. Et puis, vous avez des dictateurs, entre guillemets, tiens, on va prendre Poutine, qui dit, bah, écoutez, et c'est une des thèses de Chantal Delsol dans le Crépuscule universel, elle dit, bah, en fait, ce que disent les dictateurs illibéraux, ils disent, mais en fait, si vous voulez qu'on vous suive, est-ce que vous voulez qu'on vous ressemble? C'est-à-dire, dans l'état de déliquescence où sont vos pays, bah, précisément, on n'a pas envie de vous ressembler. Plusieurs choses. Il y a eu des énormes erreurs de l'Occident. Alors, certainement de penser que le modèle était universel et exportable partout. Des erreurs très concrètes, l'Irak, la Libye, le fait d'abandonner les chrétiens d'Orient, une approche du Liban catastrophique, d'énormes erreurs. Donc, à la fois... D'ailleurs, le président de la République avait dit « Je reviens dans 15 jours et j'espère que tout sera au carré, les gars. Hein. » Bon. Déjà, allez, j'en ai assez dit ce soir, je pense. Mais
ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, bien sûr qu'il y a eu une somme d'erreurs qui ont mêlé arrogance, naïveté et incapacité à voir émerger des puissances. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Inde. L'influence de... Quand vous allez à La Réunion en France, vous voyez les zones d'influence, la Chine, l'Inde en concurrence, des BRICS. la Russie, etc. Donc, il y a eu des erreurs fondamentales. Mais la condamnation morale, parce que, à l'inverse, et bien sûr, la Russie a beau jeu de dire, regardez, ils sont dégénérés, les wokistes, les machins, regardez les pays musulmans, ils ont un petit peu de mal avec les LGBT+, quoi. Alors, il n'y a que les wokistes qui croient que l'intersectionnalité les rapproche dans le combat, mais dans la réalité, bon... Il vaut mieux être LGBT en France qu'en Iran ou à Gaza. C'est ce que j'ai essayé de dire. Ouais. Donc, il est aussi de notre honneur et de notre intérêt que de démontrer que nous sommes, que nous sommes capables de nous défendre, que nous comprenons le tragique de l'histoire, que nous sommes encore capables de sacrifier nos enfants, comme l'ont fait nos grands-parents. C'est dur de dire ça. Mais un pays qui n'est pas capable d'admettre, si je ne suis pas capable d'admettre que mon fils puisse aller se battre pour la France, ça veut dire qu'on est soumis à terme. Alors, non, mais c'est très important. Oui, non, je finis par une question. Pensez-vous, à l'inverse, que ces pays-là est un contre-modèle? Ce qui les réunit dans le concept de Grand Sud, qui est un concept un peu fourre-tout, c'est... Le Sud profond, on dit maintenant. Une détestation un peu de l'Occident et en disant c'est tous des dégénérés. À nous de montrer qu'on n'est pas dégénérés. C'est un peu caricaturé, Non, mais c'est une thèse qui est soutenue. Mais Poutine le dit d'ailleurs. Ouais. Et c'est ce qu'on retrouve ailleurs. Mais d'un autre côté, quand vous regardez les pays qui sont dans la paix, la prospérité, et qui sont des anciens pays émergents, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, fantastique réussite. Ce sont des pays qui, sans qu'on leur impose rien, vont vers un modèle à l'occidental, quoi qu'on en dise, de consumériste. Hein. Donc, ce sont des questions qui renvoient plus à des philosophes. La famille Del Sol, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ou les Del Sol en général produisent des choses très intéressantes. Alors, les leçons de Pompidou, donc David Lisnard. Aux éditions L'Observatoire, tous les bons livres. Alors, je vais vous dire, j'ai été impressionné parce qu'évidemment, on a plein de choses, on apprend plein de choses, les relations entre De Gaulle et Pompidou, qui a été à la fois son directeur de cabinet, mais que De Gaulle respectait, trouvait très intelligent, mais en même temps, il lui a un peu savonné la planche à un moment donné. Moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, parce que l'époque de Pompidou, même si le président Pompidou n'a pas achevé son septennat, puisqu'il a été rattrapé par la maladie, mais c'était une France apaisée. C'était une France encore des 30 glorieuses. C'était une France dans laquelle les Français avaient encore foi en la politique. Et alors, il y a des trucs qui sonnent extrêmement forts. Par exemple, page 113, un exemple fameux permet de constater que Pompidou entend de ne pas céder à la technocratie. C'est vous, ça? Non, c'est nous. Oui, non, mais en fait, c'est votre thèse. C'est qu'il faut mettre à bas la technocratie et retrouver des marges de manœuvre. Oui, parce que, alors, d'abord, il n'y a pas de nostalgie. Hein. On ne reviendra pas aux années Pompidou. C'est pas un gros mot, la nostalgie. Non, mais oui, mais sauf conservateur, ça peut vouloir dire aimer protéger le passé, vous savez. Il n'y a pas que des trucs mauvais dans le passé. Par définition, le passé n'existe plus. Donc, vous ne conservez pas le passé. Vous pouvez l'entretenir, vous essayez de le retrouver, mais ça, vous êtes réactionnaire, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne reviendra pas aux 30 glorieuses. Et l'enseignement de Gaulle, d'ailleurs, et de Pompidou, c'était de dire qu'il fallait embrasser son époque. Ils n'ont jamais, ils ont toujours, de Gaulle, dans l'armée de métier ou dans le fil de l'épée, ou dans l'appel du 18 juin, annonce ce qui va se passer. Il ne dit pas il faut revenir à la ligne Maginot, au contraire, il la dénonce. Donc, non, mais déjà, c'est un préalable important. Deuxièmement, cette époque-là était faite... Pompidou, aujourd'hui, il ne mourrait plus de sa maladie. Donc, il y a des choses qui vont bien mieux aujourd'hui. Hein, il faut aussi le rappeler. Il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes dans le monde qui, depuis cette époque, sont sorties de la pauvreté grâce à la liberté économique. Ce qu'il faut rappeler aussi. Et à la Banque mondiale. Voilà. Donc, il faut le rappeler. Ensuite, ce qui est formidable dans Pompidou, c'est que, notamment dans le discours de Chicago de février 70, mais aussi dans le nœud gordien, plus que tout autre, il voit la crise de la civilisation. Il la définit. C'est pour ça que nous faisons le parallèle avec la lettre générale X de Syntex. Plus que tout autre, il voit la crise de la surconsommation. C'est le président de la prospérité des machines à laver, mais il dit on ne peut pas vivre que de machines à laver, on a besoin de spiritualité, etc. Et ce qu'il dit, c'est que le danger, à la conclusion du nœud gordien, il dit nous avons un danger de fascisme. Donc c'est un des livres évidemment thématiques de Georges Pompidou, le nœud gordien. C'est fantastique, qui n'a jamais été achevé d'ailleurs. Mais il l'écrit, parce que c'est aussi quand même mai 68, hein, c'était pas non plus un long fleuve tranquille l'époque. Et il écrit
je crois, plus que le danger communiste, alors qu'il y avait l'Union soviétique. Il dit, je crois à un retour au danger fasciste. Et que, pourquoi ? Parce que, et moi c'est toute ma thèse, c'est que le technocratisme, le conformisme nourrissent très rapidement. les Yaka Faucon et les révolutionnaires. Justement, il avait aussi cette fameuse formule, il faut arrêter d'emmerder les Français. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les gouvernants emmerdent trop les Français ? Oui, c'est parce que, quand le code de l'environnement passe de 100 000 mots en 2012 à 1 million de mots en 2022, quand le code général des collectivités territoriales, moi je disais, il y a 20 ans, j'étais adjoint au maire, et j'étais déjà insolent, ça ne s'arrange pas avec l'âge, je disais à mon prédécesseur, je dis, regardez, on a notre petit livre rouge. Parce que maintenant, c'est le gros livre rouge. Il a été multiplié par 3 en 20 ans. Code de l'urbanisme, pareil, le code du commerce. On est passé à un régime d'autorisation préalable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer... Alors, qu'il y ait des autorisations préalables pour une usine Céveso ou une centrale nucléaire, c'est normal. Mais pour réutiliser les eaux usées traitées, comme on connaît les normes, c'est les mêmes normes dans le monde entier. Et en France, il faut l'autorisation. On est très en retard sur l'utilisation. On était les premiers au monde en très technologie. En retard. Je crois que le pays premier, c'est Israël. Israël, 82% de réutilisation. Nous, 0,7%. L'Italie, 18%. Il faut l'autorisation de l'ARS, l'autorisation du machin, de la DDTM, l'autorisation du préfet. Non, mais vous comprenez. Bon, bref, donc, on croule sous la technocratie, la paperasse et les lois. Mais c'est normal parce que c'est super centralisé. David Lisnard. On a formé des gens à produire de la norme. Donc ils produisent de la norme. On vous écouterait évidemment pendant les heures, mais j'étais aussi subjugué par une phrase, parce qu'en fait c'est une incroyable actualité. Alors là, c'est page 217. Alors, une pareille modification du baccalauréat dont les ministres successifs de l'Éducation nationale sont si friands en parole mais impuissants en acte impose de revoir la question de l'entrée dans l'enseignement supérieur. En fait, c'est Parcoursup, c'est jamais que ça aujourd'hui. On n'a rien résolu. Moi, je le vois avec mes gosses, avec mes gamins, avec mes enfants, pardon. Avant, moi, j'avais le résultat du bac, on avait la trouille, on a eu le bac, on n'a pas eu le bac, etc. Maintenant, c'est Parcoursup. J'ai eu Parcoursup. J'ai le vœu qui est... Et jusqu'à un tel point, c'est qu'il n'allait pas à toutes les épreuves. Enfin, il faut quand même... Puis le contrôle continue avant. Bah oui. Mais il faut tout réformer, l'éducation c'est-à-dire qu'on a un système... En fait, un des mots MAUX de notre pays, c'est l'égalitarisme. L'égalitarisme tue la justice, tue l'égalité de droit. Et donc, de dire que tout le monde avait accès à l'enseignement supérieur, et quand vous dites que tout le monde a accès à l'enseignement supérieur, qu'il ne faut surtout pas de sélection à l'université, mais qu'il faut que tout le monde ait le bac, objectif plus de 80% du bac, ça a été la doctrine officielle, ça a été la doctrine officielle de l'État. Tout le monde doit avoir le bac, tout le monde doit pouvoir aller où il veut à l'université. C'est une hypocrisie folle. Donc vous recréez des systèmes de sélection très pervers, et en fait, vous recréez l'inégalité sociale. Moi, je suis pour la mobilité sociale. Je trouve que le système actuel, il est, au nom de l'égalitarisme qu'a amené la gauche et qui retrouve chez tous les technocrates, on trahit le peuple. La carte scolaire, en milieu urbain, en milieu rural, elle est pertinente. En milieu urbain, est l'expression ultime de cela. C'est-à-dire que vous assignez à résidence sociale identitaire, que des enfants pauvres, et souvent l'immigration dans les mêmes écoles, avec des profs moins bien formés qu'ailleurs. Et tous les autres, nous tous... Et les autres contournent la classe scolaire. On contourne tous la classe scolaire. Voilà. Mais il ne faut surtout pas y toucher, parce que c'est l'égalité. Alors que ce qu'il faut, c'est donner aux enfants, aux parents pauvres, la capacité de choisir là où ils mettent leurs enfants. Parce qu'il y a plein de gamins aujourd'hui que l'on gâche. C'est ce gâchis que je ne supporte plus. Le gâchis français des talents, le gâchis français de tous ces gamins, de toutes ces classes populaires qu'on entretient dans de l'allocation, qu'on entretient dans de la subvention. C'est indigne. Le gâchis français de l'excès de dépenses publiques, le gâchis français de talents qui partent à l'étranger, qui adorent la France et qui ne reviennent plus en France. Et c'est avec cela qu'il va falloir rompre. Ça ne se fera pas dimanche, malheureusement. Ça se fera dans quelques temps. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, un nouvel espoir français peut naître. Voilà. Et c'est ce que je vais essayer d'apporter avec d'autres, de contribuer à apporter cela. Bon, je rappelle donc le titre de votre livre, Les leçons de Pompidou aux éditions de l'Observatoire. Peut-être et qui dirigeait en mode projet l'État. Pas de façon technocratique, bien sûr, en mode projet. Les leçons de Pompidou et les Jeux avec le feu, les Jeux Olympiques, bien sûr. Vous remarquez qu'Emmanuel Macron se voulait porteur de la flamme olympique, il va être malgré lui le porteur de la flamme du Rassemblement national. Et puis on peut dire qu'il a joué lui aussi avec le feu. Une véritable inquiétude, c'est que pour l'instant, le tourisme est un peu morose à Paris. Il y a 12 millions de billets de la SNCF qui communiquent en disant qu'ils ne sont pas vendus. Il y a Air France qui s'inquiète. C'est-à-dire que quand vous êtes un couple américain de l'Alabama et que vous entendez le président de la République vous expliquer qu'on est bientôt en guerre civile, c'est sûr que ça ne donne pas envie de venir à Paris. En vous ayant écrit 2 jours avant, n'ayez pas peur.
Oui. à la façon de Jean-Paul II. Vous vous Oui, souvenez bien sûr. La lettre qui était quand tout le monde oublie d'ailleurs, dans la PQR, il avait dit n'ayez Oui. pas peur. Et 2 jours après, dans ce magnifique podcast, il nous dit qu'il y a un risque de guerre civile. Et 2 jours plus tard, il l'appelle au rassemblement contre Voilà. l'extrême droite. Ah oui, le fameux barrage. Donc tout ça, et on risque d'avoir aussi beaucoup de personnes qui viennent dans les zones touristiques, Atlantique, Côte d'Azur. Donc on va avoir les touristes, mais pas les policiers. Ici, vous aurez les policiers, mais pas les touristes. Il faudrait peut-être équilibrer les choses. Voilà. Merci beaucoup, David Lisnard. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet éditorium et puis à distance. Merci, David Revaud. Merci à vous. Merci de ce temps d'expression qui était. On se donne rendez-vous évidemment pour un prochain Club L'Hémicycle. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bravo.